Au nom d'Orchestre Canada, je suis Catherine Carlton et je suis à Peterborough, Ontario. Et en langue autochtone, c'est l'endroit à la fin des rapides. Nous avons des membres des orchestres canadiennes. Nous sommes sur le territoire des Anishinaabeg et couvert par le traité Williams. Nous allons travailler pour honorer nos engagements vis-à-vis des traités qui ont été signés, bien sûr vis-à-vis des intendants traditionnels de cette terre, les Autochtones, les Premières Nations. Nous allons mettre l'accent sur les femmes et le leadership musical. Donc, c'est Orchestre Canada ici et notre mission est d'aider à changer les déséquilibres en matière de genre pour la direction d'orchestre, pour l'opéra, la musique classique. Et nous allons parler du programme de formation Tapisserie, comment ça évoluer avec plusieurs partenaires, mais nous sommes ici également pour ensemble considérer les façons comment, comme l'a dit Gandhi, nos organisations peuvent être le changement que nous voulons voir dans le monde. Orchestre Canada est donc honoré d'être les co-hôtes de cette session avec les collègues de l'Association pour l'Opéra au Canada. Et maintenant, j'aimerais donner le micro à mon allié visionnaire, Christina Lowen, directrice. Merci beaucoup, Catherine Carlton, pour cet accueil. Merci beaucoup. Donc, elle aussi, c'est ma collègue visionnaire. Je suis à Toronto, Ontario. Et en Kanien'kehá:ka, la langue Mohawk, Toronto, c'est l'endroit où les arbres demeurent sur le plan d'eau. Donc, nous sommes sur les territoires traditionnels des Wendat de l'île, les Anishinaabeg. Ils sont les peuples originaires, les Haudenosaunee également, les gens ou le peuple de la Maison Longue et les Mississauga du New Credit également. Toronto, c'est un moyen très important, central, où plusieurs personnes vivent et disent que c'est chez eux. Nous reconnaissons cependant la présence continue, durable des Premières Nations sur cette terre. J'aimerais donner la bienvenue à tous ceux qui sont sur l'appel, ainsi que tous ceux qui participent de façon virtuelle par Facebook. Et nous voulons promouvoir cet événement avec Orchestre Canada pour répondre à une question qui a été posée depuis longtemps. Y a-t-il une façon pratique pour avoir plus de femmes, pour que la présence des femmes puisse adjoindre des postes artistiques, administratifs, sur scène, en tant que directrice, designer et également en tant que chef d'orchestre? Nous devons tous travailler ensemble pour réussir cela. On ne peut le faire seul. Alors, encore une fois, nous avons nos différentes organisations membres, on les salue et nous allons voir ce programme comme une occasion de créer un changement qui sera approfondi, j'espère. Et donc, merci d'être là. J'espère que vous aimerez ce qui a été prévu au programme. Bonjour à tous, je suis Lauren Drew. Je travaille pour Orchestre Canada. Comme Catherine l'a dit, je suis très heureuse d'être ici. Je suis de Peterborough, territoire traditionnel de Anishinaabe, les Premières Nations. Alors, veuillez, s'il vous plaît, mettre en sourdine votre vidéo audio. On enregistre et donc, il y aura une paire de questions avec tous les orateurs. Donc, veuillez taper par Zoom, la boîte de dialogue ou par Facebook, peu importe d'où vous nous écoutez, et utilisez la boîte de dialogue pour nous donner vos questions. Et il y a des instructions également si vous voulez avoir accès au service d'interprétation simultanée avec notre interprète Paul. Et donc, l'interprétation est disponible seulement sur Zoom. Mais si vous passez par Facebook Live, et donc, mon collègue va vous dire comment vous joindre à l'appel Zoom si vous êtes seulement sur Facebook Live pour les services d'interprétation. Et ensuite, l'enregistrement sera distribué, les ressources par rapport à cette session également. Tout sera disponible dans les semaines à venir. Donc, voici. Alors, veuillez garder votre vidéo audio en mode silencieux, ne l'oubliez pas. Et maintenant, je cède le micro. Eh bien, voilà. Je pense que premier pépin technique, j'ai oublié de ne plus être en sourdine. Voilà, c'est formidable de pouvoir parler à Michael et Jamie, deux personnes que je considère être des leaders visionnaires, des gens importants selon moi dans le monde, non seulement relativement au développement de nouveaux, en fait, pour le leadership des arts partout au pays, pas juste à un niveau précis, spécifique. Et donc, on va commencer par vous poser une question pas si difficile que ça, mais peut-être pas si facile non plus. Alors, pourquoi avez-vous créé le programme Femmes et Leadership et Women in Leadership et quel était le problème auquel vous vouliez vous attaquer?
Merci beaucoup, Catherine. C'est formidable d'être ici. C'est une bonne question. Et je pense que tout le monde ici comprend la question. On est ici parce qu'on comprend l'importance et on sait que c'est une question intéressante. Et donc, 5% des chefs d'orchestre ne sont pas des femmes, malgré le fait qu'il y a beaucoup de femmes. Et donc, on est dans les villes les plus diversifiées au monde et il n'y a presque pas de représentativité des femmes dans des postes clés ou dans des rôles significatifs. C'est un problème systématique, je pense. On a eu un appel par l'Association pour l'Opéra du Canada avec d'autres directeurs généraux et nous avons tous parlé de ce problème. Donc, comment trouver, embaucher ou mettre au défi, contester le fait qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont à des postes comme chef d'orchestre. Alors, la question, c'est, bon, qui est là? Qui fait quoi? En fait, il y a quelques personnes qui font des choses, mais le problème le plus gros, c'est qu'il n'y a pas assez de gens dans le milieu, si vous voulez, à qui leur donner des tâches selon les besoins des grandes compagnies. Bon, c'est frustrant comme réponse parce que ce qui s'est passé dans cette réunion des directeurs généraux, c'est que l'appel s'est arrêté, on n'avait pas de discussion, on s'est dit, bon voilà, il y a ces obstacles et il y a peu de gens qu'on peut engager, qu'on peut embaucher. Il y a des gens qui seraient formidables s'ils avaient l'occasion d'acquérir l'expérience, 3, 4 ans d'expérience, afin de les embaucher. Et je suppose qu'on ne peut rien faire là-dessus. Voilà le problème posé, c'est tout. Et c'était frustrant. Et donc, j'en ai parlé à Jamie et on s'est dit qu'on pouvait peut-être trouver une façon de composer avec cela. Oui, quelquefois, c c'est facile, on engage simplement les gens qui sont déjà là sur le terrain. Il y a des gens qui sont là, oui. Si vous êtes en position d'embaucher ces gens-là qui existent déjà, ces femmes, embauchez-les. Voilà, c'est la façon la plus facile de commencer à s'attaquer au problème. En vérité, il n'y a pas autant de femmes et donc de chefs d'orchestre non binaires. Et donc, l'idée est de préparer la prochaine génération, de la cultiver, si vous voulez, afin de faire disparaître ce problème. Il y a beaucoup de talent, on le sait. Comment offrir des expériences et comment faire bon réseautage pour que ces personnes-là soient engagées. Une des solutions avec lesquelles on est arrivé, c'est que, bon, on s'est dit, une des choses qu'il nous faut faire, c'est que le Canada doit être plus petit. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble. Voilà. On sait qu'une organisation de soi ne peut pas s'attaquer à tous les problèmes. Et donc, structurellement, mais si on travaille ensemble, c'est différent. On sait qu'on peut le faire plutôt que de travailler seul. Une une organisation qui paie pour du mentorat et de la formation, c'est énorme au niveau administratif. Il y a toujours un risque que vous développiez des organisations avec une organisation, mais s'il n'y a pas de poste permanent après, pour vous, ça ne vous aide pas finalement. Ça ne vous aide pas à développer un réseautage partout sur la planète. Alors, on veut faire en sorte que le Canada soit plus petit dans ce sens. On a parlé aux experts. D'après eux, qu'est-ce qui est nécessaire pour le programme? Et il y a des femmes chefs d'orchestre aujourd'hui qui disent quelque chose qui serait vraiment important, c'est d'avoir quelque chose qui dure plus qu'un an pour bâtir les relations et développer vos compétences. Ce serait bien s'il y avait plusieurs compagnies qui seraient impliquées pour ça améliore au niveau des expériences. Et dernière solution, c'est l'élément qui a trait à trouver des partenaires pour réunir des fonds. Et donc, on est là maintenant. Et donc, je voulais prendre quelques instants ici pour parler de certains joueurs très importants, la Israeli Foundation, Fondation, Jason White est ici. Merci d'être notre partenaire initial. C'est eux qui étaient le point d'ancrage, la fondation de base qui nous a permis de créer ce programme et d'aller de l'avant. On est passé de la base conceptuelle à la réalité. Et donc, c'est les premiers partenaires. Pacific Opera Victoria, partenaire clé également. Le TSO également, l'Orchestre symphonique de Toronto, merveilleux partenariat. Donc là, et c'est la base du programme. On a passé beaucoup de temps à travailler dans les hypothèses et tout à coup, c'est devenu réalité. This is so exciting. And part of what I'm reflecting on is that for those of us who've been in C'est the très field, enthousiasmant. Et pour ceux qui sont sur le terrain depuis pas mal de temps, on sait qu'il y a des études qui ont été menées sur le développement des chefs d'orchestre au Canada. Le Conseil euh, du Canada, des arts du Canada a développé un programme pour les chefs d'orchestre. C'est un travail en résidence auprès des ensembles musicaux, des orchestres, orchestres de chambre, etc. Ce programme n'existe plus. Néanmoins, I think stands on the shoulders of some of those previous et activities. donc l'idée, c'est qu'on a
des éléments qui reposent sur les épaules de ces anciennes activités, mais ça prend une direction, une tangente différente. Donc, parlons un peu de notre rôle dans le temps, dans l'époque. Je pense à l'énergie collective, faire en sorte qu'on veut rapetisser le Canada, making Canada smaller, n'est-ce pas? Vous êtes à la tête de ce mouvement pour faire en sorte que le Canada soit plus petit ou plus proche, si vous voulez. Et la fin de la pandémie, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut, comment peut-on envisager la chose et qu'est-ce qui s'en vient après, l'étape ultérieure pour mieux bâtir, reconstruire mieux à plusieurs égards. Et donc, parlons un peu de cela. And Comment what harnacher cette énergie collective? Quel est l'impact du programme d'après vous à cette époque où, alors qu'on est à la lisière de, sur le point d'entrer dans une nouvelle époque? Eh bien, je voulais simplement laisser le soin à Jamie de parler de ça, mais un commentaire sur Rapetit le Canada. Beaucoup d'artistes canadiens terminent leur vie à Londres ou à Berlin, là où ils peuvent faire croître leur carrière, parce qu'il y a un système là-bas. Et donc, et dans ces villes-là, souvent, c'est plus facile de voyager, d'entrer en relation mitoyenne avec d'autres entités. Donc, c'est ce qu'on a identifié là. Les personnes talentueuses obtiennent des opportunités, mais au Canada, les opportunités sont vraiment infimes. Donc, il y a des opportunités qu'on va saisir au vol, mais ça n'améliore pas l'expérience de chef d'orchestre. Et donc, ça fait obstacle à leur croissance et ça fait obstacle à comment ils sont perçus dans leur communauté. Et donc, l'idée est d'éliminer ces choses-là, le transport, les accommodements, etc. Donc, le logement, oui, le transport, le logement. Donc, voilà quelques réflexions. Jamie, oui, l'ère post-pandémique, ça, j'ai très hâte à ça. Je suis d'accord. Plusieurs organisations qui se sont jointes à nous, et peut-être Christina et d'autres peuvent comprendre ce que je veux dire. Il y a plusieurs niveaux de conversation depuis 2020 qui se déroulent ici. Des choses qu'on n'aurait jamais pu croire auparavant. Si ça existait, ça se faisait à plus petite échelle. Mais il y a de nouvelles teneurs de conversation, un nouveau contenu, et des fois, on pense encore aux mêmes choses. Ça va. Je pense qu'il y a quelque chose de beau dans la mesure où certaines idées les plus invitantes surgissent de ces conversations dans la mesure où il y a une meilleure reconnaissance du fait que ça quand tout le monde doit travailler ensemble pour créer un changement durable qui fasse sens, qui soit durable et sensé. On a besoin du travail de tous et on doit tous travailler ensemble. D'un autre côté, le changement était difficile, surtout au niveau des éléments hautement structurels. C'est difficile à comprendre et c'est difficile à mettre en œuvre à cause de ça. Mais dans ce cas-ci, c'est facile. On parle d'une étape simple, un engagement à travailler ensemble pour créer des opportunités euh, basées sur l'égalité pour la prochaine génération de chefs d'orchestre. Donc, pour nous, c'est une façon claire d'éviter de laisser du talent sur la table, du talent négligé. Même si on entame ce programme en plein milieu d'une pandémie et nous, on pensait que ce serait fou, n'est-ce pas? Et on veut parler de production avec d'autres organisations, en pensant à 2021-2022, les gens pensaient qu'on était fous, mais ces conversations doivent avoir lieu néanmoins et continuent à avoir lieu, même si c'est difficile de savoir qu'est-ce qui s'en vient. En 2021, 2022, on ne savait pas ce qui s'en venait. Lorsqu'on était encore en 2020, que ce soit l'été ou pas, bien, on a accueilli nos idées avec fort enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme. Donc, un engagement pour essayer de savoir ensemble qu'est-ce qui s'en vient. Et vraiment, ça, c'était remarquable. Vraiment de voir combien de gens se sont joints au mouvement. Même si ce qu'on disait, c'est moi, je suis d'accord, je sais que c'est logique pour nous, mais je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va présenter quelque chose sur scène ou à quelle saison. Bon, il y a une véritable volonté, un véritable désir de contribuer à l'avenir de ce secteur de façon à améliorer la vie de tous. Bon, très bien. Où est-ce que je signe pour votre programme, là? Je suis d'accord. Bon, je suis très inspiré par ce que vous avez dit, toutes deux, tous les deux. Parlons de la vision, parlons du changement.
le genre de changement que vous voulez voir arriver. La vision relativement au programme et comment vous voyez les choses en termes d'impact maintenant, comment cela prépare l'avenir pour l'avenir du leadership pour les chefs d'orchestre, les orchestres au Canada. Sure. Yeah, I mean, the basic vision Eh is bien, la vision essentielle, c'est donner aux personnes pendant 3 ans des opportunités qui vont s'accroître en termes de niveau de responsabilité, qui vont s'améliorer. Et donc, 3 ans après de pratique, si vous voulez, de stage pratique partout au pays, ces personnes auront tout ce dont elles auront besoin pour travailler. Donc, la question, on va se dire, mais qui est là? Nous avons 6 personnes très compétentes. Et en fait, on ne devrait pas se poser les questions si ça arrive là. On connaît ces personnes-là. On a travaillé parce qu'il y a eu ce programme de 3 ans. Donc, on va donner l'expérience pratique à ces personnes qui doivent développer leurs compétences, qui doivent être dans la salle, apprendre des meilleurs et qui doivent être au podium elles-mêmes. Donc, donner une expérience de 3 ans pour que les gens les connaissent et donc on pourra les embaucher. Donc, il y a 3 R ici, l'expérience, les opportunités, les relations et les réseaux. Et je pense que quelque chose qui est assez intéressant, c'est changer notre façon de penser. Bon, nous, en tant que leaders, dans le secteur de la musique classique, donc voilà. Et je pense que ce avec quoi j'ai commencé, bon, je vais m'attaquer à ça. Les chefs d'orchestre doivent compter sur plusieurs niveaux d'expérience. Les chefs d'orchestre se spécialisent soit dans l'opéra ou au niveau orchestral. Il n'y a pas vraiment de pont entre les deux. On pourrait en avoir. On n'est pas en Europe, on n'a pas ces opportunités à tout moment. Donc, on n'a pas 3 orchestres dans la même ville ou 5 opéras. Bon, ce que l'on va faire, c'est travailler avec de nouvelles maisons d'opéra. Tapestry est là. Il y a des œuvres de musique de chambre, de musique orchestrale, etc. On doit pouvoir connaître différentes expériences, travailler avec différentes organisations pour que les gens puissent se préparer, euh, être formés, avoir une expérience pratique au podium. On débute comme assistant chef d'orchestre d'abord, puis ensuite on a des opportunités de collaboration, de développement, et puis chaque mois, après mois, on montre qu'on est de plus en plus compétent, donc on a de meilleures opportunités. C'est comme ça qu'on se développe. Jimmy, voulez-vous rajouter quelque chose là-dessus? Tes rêves, ta vision par rapport à l'impact. Une des choses qui, bon, moi, les visions de haut vol ont besoin d'une exécution pratique. Moi, je parle souvent à Tapestry de notre objectif englobant général, c'est de changer la planète, changer le monde. Et donc, c'est vraiment ça qui me motive, moi. Je pense que notre vision ultime, c'est que le secteur doit avoir une autre nature, une nouvelle apparence. On ne devrait plus avoir de discussion sur est-ce que le chef d'orchestre est noir, blanc, femme, homme. Non, on doit arriver à une véritable égalité d'opportunités. C'est ça l'objectif. On doit travailler maintenant pour y arriver à ce jour où on ne discutera même plus de ces thèmes, puisqu'il y aura réelle transformation. Voilà notre vision à vol pour le programme. Au niveau plus immédiat, comme Michael l'a dit, nous voulons créer une situation où il y a des chefs d'orchestre compétentes. euh, et une des choses que l'on commence à voir déjà émerger, qu'il vaut la peine d'identifier comme objectif, c'est de créer de meilleurs liens interpersonnels ou de liens entre les organisations partout au pays. Et nous voulons nous assurer que cela puisse nous permettre de créer de nouveaux programmes pour créer de nouveaux partenariats vers de nouvelles productions. Des nouvelles relations seront tissées, ce qui va aider au mieux-être de toutes les organisations dans le secteur en général. Voilà une vision très invitante. Merci beaucoup de nous avoir déjà menés vers cette vision depuis la première conversation entamée avec les directeurs généraux. Imagination, leadership, courage et donc merci à vos bailleurs de fonds, ceux qui vous appuient. Merci donc pour avoir vu les choses selon la même perspective, en termes d'opportunités, en termes d'impératifs, investir du temps, de l'énergie et du capital intellectuel et ainsi de suite. Donc, merci. J'aimerais passer le bâton maintenant. Jennifer Sito aura le micro. Elle est administratrice du programme pour les femmes et le leadership et avec Rose Thompson, que vous connaissez beaucoup dans la communauté orchestrale canadienne.
Elle est très inspirante. Rosemary Thompson, travaille pour la Okanagan Symphony à Opera Kelowna également. Et Rosemary travaille avec beaucoup de chœurs, d'ensembles, d'orchestres très, très, très chanceux de l'avoir. Et donc, voilà, je suis très intéressé à savoir ce que vous aurez à dire, Jennifer et Rosemary. Merci, Catherine. Rosemary, c'est formidable de te voir. On peut démarrer en disant que ce segment, en fait, on va parler du placement pour les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Rose, j'aimerais parler de votre formation, de vos antécédents. Le mentorat vous a aidé dans votre carrière. Votre sentier a été créé par ça. Et on va parler essentiellement de ce que ça signifie, le placement des femmes pour les organisations. Jamie, Michael, Catherine l'ont dit. Une grosse composante du travail, c'est l'expérience pratique, la formation pratique. Et les placements, ben, il y a des chefs d'orchestre impliqués avec le programme pour les femmes. Donc, on peut observer de façon pratique, on peut participer à des projets qui existent dans les organisations partenaires. Et donc, nous allons travailler avec des partenaires qui sont impliqués, comme Michael l'a dit, des projets de nouvelle création, au niveau de la communauté, euh, les symphonies, les opéras, la danse, le ballet, etc., toutes les expériences possibles pour donner aux chefs d'orchestre un ensemble d'expériences. Et ce qui est unique également relativement au programme, c'est que cela nous donne des occasions pour que les chefs d'orchestre puissent interagir avec toutes ces organisations. Ce que nous voulons faire, c'est établir des relations qui durent pour les artistes que l'on vous envoie, afin d'apprendre à connaître vraiment qui sont les nouvelles voix, etc., qui prendra la parole, qui sera au podium plutôt à l'avenir, qui sera les leaders de demain, qui seront ces leaders pour le Canada. On va parler de chaque déplacement. Rose, je vais vous embarrasser un peu. Pouvez-vous, s'il vous plaît, écouter votre CV? Si les gens ne savent pas qui vous êtes, vous avez fait un travail colossal. Rosemary, je vous connais depuis très, très, très longtemps et ça fait des années que vous êtes directrice musicale. Vous êtes la directrice générale de la Okanagan Symphony Orchestra et également directrice pour l'Opéra de Kelowna. Vous êtes allé au Banff Center, au Centre des Arts de Banff et à l'Université de Toronto, etc. Vous avez travaillé avec Maestro Brian Moltovi, entre autres, et on est vraiment, vraiment très chanceuse de vous avoir ici. Votre travail, Rosemary, est exceptionnel et constitue un cadre tellement formidable qui nous permet de ouvrir la voie pour les nouvelles chefs d'orchestre, les nouveaux chefs d'orchestre. Et donc, première question, Rose, j'aimerais savoir, le mentorat, quel impact est-ce que cela a eu sur votre parcours? Comment cela a façonné votre carrière en tant que chef d'orchestre? Merci beaucoup, Jen. J'aimerais reconnaître le fait que je suis ici, je vous parle de Kelowna, en Colombie-Britannique, une terre non cédée traditionnelle, territoire ancestral des peuples de la vallée de l'Okanagan. Merci, très heureuse d'être ici. C'est le plus bel endroit au pays, cela dit en passant, vraiment. Je suis très chanceux, surtout au Canada. Michael a parlé du Canada. C'est pas un petit pays, pas du tout. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour un grand pays. Mais toutes les opportunités qui étaient là, je les ai trouvées. Pour un nouveau chef d'orchestre, et mon mentorat s'est fait auprès des meilleurs chefs d'orchestre du Canada. J'étais très chanceuse. Boris Brott a pris une grande chance alors que j'étais toute nouvelle comme chef d'orchestre. Et pendant 3 étés à son festival, Boris Brott m'a aidé. J'étais la bibliothécaire, je pense. J'ai travaillé comme gestionnaire également. Donc, j'ai une bonne idée de comment fonctionne un orchestre. J'ai travaillé également à l'orchestre de Winnipeg. Et donc, j'ai appris beaucoup du chef de l'orchestre. Et j'ai appris aussi des auditions, comment me comporter par rapport au conseil, comment être sur un comité d'audition, etc. Un directeur musical doit connaître toutes ses compétences, avoir toutes ses expériences. C'est beaucoup plus que d'être chef d'orchestre. Richard Bradshaw, Canadian Opera Company, l'Opéra canadienne. Et donc, c'était le directeur général à l'époque, au début, et j'ai eu une belle occasion d'avancer. J'étais la personne dans la salle et donc j'étais là lors de toutes les répètes, etc. Hans Pfaff de la Calgary Philharmonic, la Philharmonie de Calgary. La technique de chef d'orchestre, c'est énorme, ça. Et il m'a donné tellement de détails et de nuances relativement au travail de chef d'orchestre. Je l'ai regardé, me coacher, diriger un orchestre, etc.
Au Canada, j'ai été très chanceux, j'ai reçu beaucoup de formations. Je vous dirais que tous les mentors que j'ai eus, même s'ils sont tous des hommes, ils ne m'ont jamais fait sentir comme si je n'étais pas compétente pour diriger un orchestre parce que j'étais une femme. Jamais. Mais j'ai connu d'autres expériences où c'est arrivé. Donc, je pense que ce qui est vraiment important pour moi dans le mentorat, c'est pas juste la question qui a trait à trouver des façons de travailler sur la technique, sur la préparation ou la planification pour les répétitions, ou la préparation des partitions, etc. La pratique, c'est une chose. Jouer lors d'un concert, c'est autre chose. Il faut psychologiquement également savoir comment se préparer à l'événement. Si on veut créer d'excellentes leaders, si on veut vraiment être efficace sur le podium, il faut que tu saches qui tu es. Tu dois aller au podium et être rempli de toute la confiance possible au monde. Et cette confiance doit être au bord de l'arrogance, mais pas être dans l'arrogance. Il faut que tu sache, que tu ressentes, que tu sais plus au sujet de la partition que quiconque dans la salle. Ça prend beaucoup de préparation. C'est pas juste le fait de se préparer. C'est pas toute la formation sur des décennies musicales, là. Mais il faut que tu sentes que tu appartiens là. Tu dois sentir que tu as le droit d'aller au podium. Et c'est là où les femmes ont vraiment eu des difficultés dans le passé, je dirais même aujourd'hui, parce que, à cause de cette question de la représentation. Parce que, en fait, c'est beaucoup mieux comparément, mais il y a l'élément psychologique. J'entends des choses qui disent: «Ouais, est-ce qu'une femme peut vraiment être un bon leader?» Je dirais: «Bien sûr. Est-ce que tu as jamais rencontré Angela Merkel de l'Allemagne?» C'est un style de leadership différent, mais je dirais que ce qu'un homme fait, ce qu'une femme fait, heu, on est souvent perçu en noir et blanc. C'est très stéréotypé comme vision, mais on veut développer des leaders qui sont des êtres humains, qui ne tombent pas dans le blanc ou le noir et l'homme et la femme. Comme Jamie l'a dit, on ne me décrit pas comme une chef d'orchestre femme. Non, je suis un chef d'orchestre, une chef d'orchestre qui, par hasard, est femme. Ça n'a aucune influence sur ma façon de diriger. Ma façon de diriger vient de mon expérience, de ma formation musicale. Et c'est un hasard que je sois une femme. Point. Et pour les femmes qui font partie du programme, je pense que c'est une grande composante ici qu'il faut considérer. J'essaie de travailler avec les femmes. Je les mène à croire à ces femmes qu'elles ont le droit d'être au podium. C'est formidable. Et ça ressemble à ce que Nadia Boulanger a dit. Elle a dit: «Je suis une femme depuis plusieurs années, mais maintenant, je suis allée bien au-delà du fait que j'étais une surprise aux yeux du monde». Et donc voilà, l'idée, c'est de mettre au défi les gens qui sont biaisés et d'aller au-delà de la vision «traditionnelle» entre guillemets du chef d'orchestre. Vous êtes une femme chef d'orchestre et puis vous allez au-delà de la vision antérieure. Par rapport à votre formation, par rapport à votre mentorat comme jeune chef d'orchestre, c'était vraiment un élément qui émane de la combinaison de vos compétences, développer vos compétences, différents types de compétences, mais aussi avoir l'expérience, avoir des mentors qui vous ont donné un haut niveau de responsabilité, développer des relations avec tous les orchestres et vous avez travaillé avec les compagnies, les orchestres au Canada les plus importants. Et donc, c'est formidable le travail que vous avez fait. C'est formidable de s'identifier avec tout ça. Et je vais maintenant y aller j'adore parler de Upper Kelowna. Pour ceux qui ne le savent pas dans la salle, comme Jimmy l'a dit, ça, c'était tout un défi de planifier ce programme en plein milieu d'une pandémie. Alors, Upper Kelowna, ce sont les premiers qui ont fait le placement en personne. Et j'aimerais parler de ce programme spécial. Jennifer Tung, chef d'orchestre, vous allez la rencontrer sur l'appel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel était son rôle en tant que femme chef d'orchestre qui faisait partie de ce programme de placement et comment cela a marché? Oui, merci. C'était formidable d'avoir Jennifer avec nous pour la semaine et on a travaillé ensemble avec Tapestry. Elle m'a aidé, Jennifer. Et donc, c'est facile parce qu'on avait déjà une relation d'établie. Upper Kelowna, on a dû annuler les productions à cause de la pandémie, comme tout le monde, depuis 2 ans. Donc, on produisait des concerts populaires des meilleurs succès populaires, etc. Elle est une pianiste très accomplie, bien plus que moi.
mais nous partageons la tâche pianistique. Nous essayons de créer des opportunités afin d'être au podium aussi. Durant euh, les pratiques, le quatuor n'avait pas besoin de chef d'orchestre, n'est-ce pas, pour un quatuor. Mais on a demandé à Jennifer de, de faire la direction de l'orchestre ou de quatuor. Et on a filmé ça. C'est très difficile de se voir filmer lorsque vous dirigez un orchestre, mais ça aide tellement. C'est très pédagogique parce que vous regardez le vidéo, vous êtes filmé et votre mentor peut vous corriger, vous aider, faire des commentaires sur votre façon de diriger. C'était la seule opportunité pour Jennifer de diriger un orchestre. Mais pour le leadership, on a pu explorer d'autres sujets. On a pu parler sur les éléments dynamiques. Jennifer a parlé de ça un peu. Elle travaille avec un petit ensemble musical en Ontario et elle a trouvé ça très utile. Moi, j'ai pu participer à certaines de mes expériences et trouver des façons pour modéliser ça. On l'a utilisé comme modèle exemplaire. C'est très difficile de travailler avec un conseil lorsque vous êtes un chef d'orchestre et on apprend ça sur le tas. On ne vous apprend pas ça à l'école. Une des choses qu'on a faites, c'est que nous avons considéré cette idée selon laquelle vous avez le droit d'être une leader. Vous pouvez être représenté. La représentation, c'est énorme, c'est très important. J'ai invité d'autres personnes très extraordinaires, des leaders femmes dans la communauté et nous avons eu un brunch et puis tout le monde a parlé de son expérience, comment les femmes sont devenues des leaders. Et lorsque moi et Jennifer, on a quitté, cela a eu un impact énorme sur elles. Et donc, du point de vue des comités, au niveau politique, au niveau d'affaires, etc. Il y avait plusieurs représentantes des femmes dans le monde de la politique qui m'ont inspiré, des femmes qui ont travaillé à un haut niveau de la fonction publique, etc. Donc, tout le monde s'est été inspiré dans la salle. C'était la première fois qu'on se réunissait ensemble. Ce sont des femmes leaders et ce brunch a donné, avec ces femmes-là, la permission à Jennifer vraiment de réaliser que tout le monde s'acclimate personnellement dans son propre périple personnel à la situation de leadership. On parle de quelque chose d'éphémère. Il n'y a pas de test dans la vie pour ça. On regarde les autres, on regarde quoi pas faire, on regarde ce qu'ils ont fait, on regarde ce qui marche pour toi. Et puis c'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a pas de recette magique. Et donc, après ce lunch-là ou brunch-là, je pense que j'ai vu un changement chez Jennifer. Elle pourrait vous en parler. Elle a été transformée. C'était un moment vraiment exceptionnel de voir qu'est-ce qui est possible de faire. Oui, merci. Cela nous permet de voir comment bâtir la communauté relativement au leadership, relativement à toutes ces choses. Jennifer peut également parler de ça un peu plus tard, mais je sais que très certainement, c'était là un des faits saillants du placement de Upper Kelowna, ce qui illustre les différentes façons comment l'apprentissage peut avoir lieu pour les leaders émergentes, pour le podium, pour les femmes en général. Oui, et Jennifer, en fait, pour tous les artistes, surtout pour les arts de la scène, ce qu'on apporte sur scène, c'est les résultats d'une formation. On ne peut pas aller au podium si on ne sait pas comment diriger, si on ne sait pas battre la mesure à 4 temps. Mais un singe peut battre la mesure à 4 temps, voyez-vous? Bon, ça, c'est juste un élément de la direction orchestrale. Il faut développer cultiver votre, oui, votre oreille, il faut connaître les partitions, le rythme, euh, comprendre la structure musicale, tout ça, l'analyse musicale. Mais au final, c'est toi qui es au podium. Et il faut développer l'artiste et développer une leader pour les arts. Et finalement, chacun crée son propre sentier. Et chacune découvre quelles sont les valeurs qu'elle apportera au podium. Chaque personne doit apprendre d'elle-même. Une résidence comme celle-ci peut vraiment venir aider à c'est une opportunité. On peut avoir confiance grâce au programme, prendre des risques et découvrir qui on est au podium, découvrir sa personnalité. C'est ça qui est excitant lorsqu'on parle de la direction musicale. On ne veut pas des robots, on ne veut pas des gens qui sortent du même moule. Non, on veut différentes personnalités, de différents antécédents afin de pouvoir avoir un niveau musical varié pour la direction musicale. Merci beaucoup, Rose. Tes paroles m'inspirent tellement, c'est tellement clair.
Et donc, on peut dire pourquoi vous êtes un pilier tellement substantiel pour la formation et pour le leadership chez les femmes en direction musicale, etc. Donc, je vais céder le micro maintenant à Michael Murray et qui va nous parler de la cohorte inaugurale chez les femmes. Bon, voilà. Well, it's my great pleasure to welcome Julianne Gallant and Jennifer Tung. Julianne Gallant et Jennifer Tung. Oui, Julianne Gallant est pianiste, elle est coach, chef d'orchestre, elle est au Royaume-Uni et elle a été formée au National Opera Art Studio et elle a également bon, elle a été formée ailleurs et la Traviata, Carmen, la Bohème, elle a dirigé toutes ses œuvres. Elle a reçu une bourse également en art de l'opéra. Et elle a pris des cours à la Royal Opera Arts. Elle a étudié avec Alice Farnham, entre autres, et Sean Edwards. Sean Edwards, pardon, je m'excuse. Jennifer Tung est plus connue à Toronto, à l'ouest de Toronto. Je pense qu'elle est là depuis le plus longtemps, là, parce qu'avant, elle était là juste pour 4 jours. Mais maintenant, Julianne est là depuis plusieurs semaines. Donc, Jennifer Tung est directrice artistique de Mississauga Children's Opera, entre autres, de la symphonie de Mississauga. Et Jennifer est chanteuse accomplie, pianiste qui performe avec des orchestres de façon routinière. Et elle a été sur plusieurs facultés. Jennifer a connu ses débuts avec le Hawaii Performing Arts Festival en 2017 et avec son état, je pense que c'était en 2018. Et ici, pour la zone, l'aire de Toronto, elle était avec la Upper York pour l'aire de la Traviata. Elle a dirigé et également elle travaille avec Tapestry. Elle a assisté Rose sur la production de Shonadilit, qui est un opéra récipiendaire de plusieurs prix. Elle est sur la faculté de l'école de Glenn Gould School. Et donc, bienvenue. Et je vais commencer ici en vous posant une question. Une question dont on a parlé à plusieurs reprises de différentes façons. Donc, vous êtes des pianistes toutes deux, vous avez travaillé en opéra de différentes façons. Quel était le moment où vous avez découvert que vous vouliez être chef d'orchestre? C'est clair. Bonjour à tous, merci Michael, c'est formidable d'être ici. Et donc, oui, mon récit personnel qui m'a mené à la direction d'orchestre, c'est long, c'est long. Oui, une autre. Bon, il faut se concentrer sur un moment des fois. Et on se dit, c'est juste après d'avoir commencé à travailler avec la symphonie de Mississauga. Et donc, Dennis, qui est le directeur musical de la symphonie, nous avions eu notre première production de Carmen alors. Et en tant que chanteuse professionnelle, j'ai chanté beaucoup avec les orchestres sur scène également. Il m'a offert de soit chanter le rôle de Michaela ou alors d'être la chef d'orchestre assistante pour le chant. Et donc, je me rappelle le moment, et c'était comme si c'était hier, sans même réfléchir vraiment dans ma tête sur ce que je voulais faire. J'ai dit, bien sûr, je veux être chef d'orchestre. Je veux diriger. Et je suis revenu chez moi le soir et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, bien sûr, j'adorais chanter. J'adore chanter, bien sûr. J'adore chanter encore. J'aime être un coach vocal, mais le fait d'être chef d'orchestre, c'est comme à la maison pour moi. Et à ce moment-là, c'était clair, c'était la direction que je devais suivre, que je devais continuer à respecter. Et je suis ici maintenant. C'est intéressant lorsque le monde vous dit ce que vous devriez faire ou vous pose la question que voulez-vous faire, mais des fois, le monde sait ce que vous devriez faire, peut-être plus que vous-même. Qu'est-ce qui vous a mené à la direction d'orchestre, Julianne? Après être allée à Londres, après avoir terminé mes études, j'étais pianiste collaboratrice. J'ai commencé à travailler dans le petit monde alternatif de certaines troupes d'opéra, des compagnies de théâtre, etc. Je jouais du piano, je jouais moi-même et j'accompagnais quelques instruments. Et il y a une compagnie qui m'a abordé pour me demander de diriger un élément des Underworld, je pense, et c'était avec quelques instruments. Et je me suis dit, je peux diriger ça, là. C'était une toute petite compagnie. C'était pas stressant, c'était parfait pour commencer. Aussitôt que j'ai
fait la grande pratique générale, je me suis dit, OK, dois changer ma carrière peut-être parce que, comme Jennifer l'a dit, j'ai su à ce moment-là que c'était là où je devais être. C'était comme être à la maison. Et je me suis dit, c'est ça que je veux continuer à faire pour le restant de ma carrière. Um, okay, so I mean, Très bien. like in both of these cases, Je these pense que are dans ces deux relatively cas-là, recent. c'est tout à fait récent, ça. So N'est-ce pas, dans vos carrières? what changed? Qu'est-ce qui a What have you been changé? able to change Qu'est-ce que vous avez pu before changer auparavant, avant ce to programme, start pour to pouvoir make this dream come true? commencer à faire en sorte que votre rêve devienne réalité? Eh bien, travailler en tant que pianiste en collaboration musicale, enseigner, coacher pour la voix et performer en même temps, donner des prestations. Si j'avais voulu faire tout ça, j'aurais eu besoin de 48 heures par jour pour faire ça. J'aurais pas pu rien faire d'autre. Je me considère comme étant très chanceuse car j'ai commencé avec l'Orchestre symphonique de Mississauga. J'ai préparé le chœur pour la performance, la prestation de Messiah. C'est comme ça que j'ai entré en relation avec la symphonie. Et j'ai adoré participer aux répétitions, le processus de répétition. J'étais très chanceuse car j'ai eu la chance de faire partie du personnel, d'être le chef d'orchestre assistante là, avec la symphonie jeunesse des jeunes. Et puis finalement, j'ai travaillé avec les adultes, l'orchestre des adultes. Dennis également dirige d'autres orchestres locaux. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte, qu'est-ce que je dois faire? Je devais m'exposer et être vu par le plus grand nombre d'opportunités, comme on dit, autant que faire se peut, de regarder les chefs d'orchestre travailler pour voir qu'est-ce que ça signifie, comment apprendre à devenir un chef d'orchestre. Et donc, pour peut-être 2, 3 ans, pendant 2, 3 ans, à chaque moment que j'avais un moment libre dans ma vie, s'il y avait une pratique, une répétition de Denis, j'allais voir, assister dans ce sens-là. Et donc, je travaillais et je me déplaçais pour assister aux répétitions de Denis lorsqu'il dirigeait des orchestres ou, bon, ou d'autres collègues également. Et à la Gould School, on a un orchestre de formation, si vous voulez, avec les étudiants. Donc, j'avais le droit d'observer ces différentes pratiques, ces répètes. Et c'était tellement, tellement rempli d'informations. J'ai tellement appris juste en regardant. Et finalement, on m'a donné du temps de podium avec l'Orchestre Jeunesse Mississauga, je pensais ensuite avec un gros orchestre. Et puis, c'est ce qui a démarré les choses après ma formation. Maintenant, je fais partie du programme. Et ça me permet de me centrer. Je dois, je peux le faire sans être obligé d'avoir une journée de 48 heures. C'est très rafraîchissant. C'est formidable, vraiment. Cool. Same question for you, Julianne. Même question pour Just vous, thinking Juliane. about Qu'est-ce qui a the changé dans votre success that vie you'll be après having avoir in décidé que votre vie changeait? So within the year of having conducted that first show, the En un Royal an, Opera après House, avoir collaborating dirigé with the l'orchestre, Royal Philharmonic Society and the National en Opera collaboration Studio, avec la National Opera Studio et la created a first Philharmonie, course for female on avait chef créé d'orchestre. And un premier when cours I d'une applied for semaine it, pour les femmes chefs d'orchestre. and J'ai fait ma demande, j'ai été the accepté au Royal programme, c'était Opera House formidable. La was Royal very Opera supportive. House They offered a regular continué courses à m'appuyer en offrant des cours de façon régulière pour les chefs d'orchestre femmes. C'est formidable, j'ai pu travailler avec plusieurs personnes grâce à cela. like Jennifer said, I Et worked with comme Jennifer l'a dit, teachers at the Opera House, j'ai pu and regarder les also différentes répètes à at the à la Coliseum. Maison d'Opéra et au Coliseum également. The plan was to Et le plan était de, à ce moment-là, was 100% de mon being a travail, pianist c'était de travailler comme and then pianiste. trying to kind of shift the percentage more J'essayais de towards changer le conducting pourcentage, dans le less sens shows. où je travaillais moins au Conducting piano et less. je faisais plus de travail de And direction orchestrale. this fellowship has now allowed me Et la to bourse, la fellowship m'a shift everything permis together de and really complètement focus recentrer mes activités. Je peux travailler à temps plein the comme chef d'orchestre. a lot sooner than I expected. If I had Donc, approached this by myself, then la it would direction have musicale est taken arrivée longer comme ça, mais and c'est been arrivé plus vite difficult que je for ne me l'aurais to pensé navigate. grâce à ces opportunités qui m'ont été données. Moi, je n'aurais pas pu arriver à la direction musicale à temps plein aussi rapidement si j'avais été seul à le faire, sans aide. J'ai oublié un détail. Ma relation avec Tapestry Opera depuis longtemps, j'avais collaboré avec eux, avec Tapestry pendant plusieurs années auparavant. Le fait qu'ils m'ont fait confiance
et m'ont permis d'être branché avec plusieurs directeurs musicaux. J'ai pu assister avec Sean et d'autres. Tout ça a eu un impact énorme sur moi, puisque j'ai pu passer d'une pianiste qui collaborait à quelqu'un qui était une femme qui faisait de la direction musicale. Formidable. Je ne voulais pas que personne m'endosse, comme on dit, mais c'est formidable. Je pense qu'en ce qui a trait au développement de nouvelles œuvres, il y a plus de temps, je pense. Il y a plus d'intention relativement aux nouvelles œuvres. Et donc, on implique les nouveaux chefs d'orchestre, ceux qui ont besoin d'expérience, celles qui ont besoin d'expérience, lorsqu'il y a de nouvelles créations. Et c'est le premier mois du programme, un mois et demi, je pense. Et on a eu quelques mois de préparation. On a travaillé avec des mentors. Et Juliane, on peut commencer avec vous. Quel a été un fait saillant pour vous Yeah, jusqu'à maintenant? I mean, it's hard to pick one. C'est difficile de choisir un fait saillant. Such a big. It's been a month since I've been in Canada, Ça fait but un we did a mois lot of work online before that as well. que je suis au Canada, mais on a fait tellement de travail en ligne auparavant. Juste I pour spent vous nommer quelques détails, j'ai passé quelques semaines avec le Pacific Opera de Victoria. On travaille sur un projet qui va être diffusé sur vidéo bientôt. J'ai pu être assistante, j'ai assisté aux répètes, j'ai vu tout le projet qui a mené aux séances d'enregistrement, ce qui était rempli d'informations. C'était tellement enthousiasmant. On a passé du temps à la Toronto Symphony, et à la symphonie. J'ai observé lors des répètes, Maestro Jimena. Donc, j'ai travaillé avec cette personne sur une symphonie de Beethoven. Et la semaine dernière, j'ai passé une semaine à travailler sur le nouvel opéra de Rod Kern. Et donc, j'ai pu faire une pratique de direction durant la répète. C'est formidable. On ne peut pas apprendre ça avant de devoir le faire. C'est en le faisant qu'on l'apprend. Et j'ai parlé à plusieurs mentors en ligne également, et Johan Falata, entre autres, qui est là, quelqu'un comme ça qui également qui nous aide à considérer des partitions. Quelque chose qui est vraiment très utile également, c'est chaque fois qu'on a l'occasion d'observer, c'est le temps à l'orchestre TSO. Ça également, ça nous aide beaucoup. La symphonie donc de Toronto. Et donc, j'ai très hâte à la prochaine session, la prochaine répète dans quelques semaines. Oui, donc je sais que vous venez du monde de l'opéra, et puis d'abord, n'est-ce pas? Et donc, le travail et de pouvoir assister à la TSO, c'était formidable. Et quant à vous, oui, comme Juliane l'a dit, c'est très difficile de trouver un seul fait saillant parce qu'il y a tellement d'opportunités et qui sont marquantes. Rose parlait du placement auprès de leur organisme. Des fois, c'est un spectacle, là, puis moi, j'ai appris lors de ces moments-là, ce sont des choses qu'on ne peut apprendre nulle part. D'être là en personne. Être là en personne. Et ces expériences sont tellement importantes. Et ce lunch avec ces leaders de la communauté, de la collectivité, qui ne sont pas des musiciennes, mais ce sont des femmes leaders, ça a tellement inspiré. Ça m'a inspiré. J'ai quitté cette séance de réseautage comme une personne différente. Ça semble très exagéré, dramatiquement parlant, mais ça aide vraiment à comprendre les différentes possibilités, savoir comment on peut devenir une leader. Leader, oui, au sens large, pas juste en musique, mais pour la communauté, pour la vie en général, pour toute profession. Donc, ça, c'est un événement majeur qui a changé ma vie. Pour moi, également, c'est l'opportunité de travailler sur la septième symphonie de Beethoven avec Maestro Jimena. Et donc, l'idée, c'est de voir la transformation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la première répète, puis ensuite on arrive au concert. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? En tant que public, si vous regardez un spectacle, une prestation, vous voyez le produit fini, mais souvent, on n'a aucune idée du processus artistique d'arrière-scène, ou ce qui se trame, tout ce qui doit être fait pour arriver à la prestation finale. Et voyez-vous, la valeur d'une chef d'orchestre est fondée sur les compétences lors des répétitions. On ne peut pas apprendre ça, à moins de parler à un véritable chef d'orchestre d'expérience qui vous enseigne, qui vous coach, et lorsque vous essayez de diriger à ses côtés. Et donc, l'idée, c'est de trouver des connexions, des contacts pour
apprendre ainsi. Et ce programme, c'est ça la différence. Comment devenir une chef d'orchestre, une directrice musicale, etc. Ça vous permet de le faire, le programme. Oui, c'est très intéressant. Je me rappelle, il y a des années, je faisais un programme d'échange et j'ai vécu avec 3 familles différentes en 3 mois, je pense, ou 4 mois, et c'était profond comme expérience parce que les styles de parentage sont très différents. On ne le sait pas. Les facteurs dynamiques sont très différents, mais on ne le sait pas avant de le passer par l'expérience. Et c'est la même chose pour les chefs d'orchestre. Comment on contrôle le temps, la relation entre le temps, bon, la façon de sentir la musique, etc. Chaque maestro est différent. Donc, quelques minutes qu'il nous reste maintenant. Que voulez-vous comprendre de tout ça? Vous avez pris une décision de vous engager à la direction orchestrale ou musicale et ce sera la carrière que vous développerez durant le restant de votre vie et pour les 2 prochaines années. Que voulez-vous I think part of comprendre maintenant en vue de ces 2 prochaines années? C'est excitant ce programme, en fait, parce qu'on peut établir des liens avec des organisations, des gens de partout au pays. Moi, j'ai vécu à l'étranger depuis 10 ans presque. Le fait de pouvoir revenir au pays, de rencontrer des gens qui vivent de l'art, qui font de l'art au Canada, c'est tellement important pour moi. Et c'est là quelque chose, j'avais hâte à ça, avant même d'arriver, de revenir au Canada, il y a un mois. Et également, comme nous l'avons dit auparavant, voir le processus, pouvoir créer quelque chose ensemble, voir qu'est-ce qui se passe au début d'une pratique, une répète, et voir comment, par exemple, quelles sont les interactions entre un chef d'orchestre et un orchestre, comment ils parlent, comment ils communiquent, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit, qu'est-ce qui est dit en arrière-scène, etc. Avoir une compréhension réelle du véritable travail profond de la personne qui est à la direction musicale, du ou de la chef d'orchestre. Et donc, plutôt qu'un pianiste, en tant que chef d'orchestre, de comprendre toutes ces facettes du travail en 3 ans, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qui m'a attiré à ce programme, au fellowship, lorsque j'ai vu, que c'était affiché. On va faire ma demande. Merci et je suis d'accord avec tout ce que Juliane vient de vous dire. Pour moi, de plus, relativement au contact, on peut travailler avec différentes organisations, donc et là-dessus, chaque leader, chaque musicien, chaque chef d'orchestre, naturellement, a des forces et des faiblesses. C'est la nature humaine qui veut ça. Le fait qu'on peut absorber ces forces de tellement de personnes différentes, voyez-vous, comme une éponge, on apprend tellement de composantes différentes. Alors, au tout début, Catherine a parlé du programme de résidence pour chef d'orchestre qui existait avant. Bon, c'est formidable d'être stationné dans une organisation, d'être chef d'orchestre résidente et d'apprendre d'une organisation. C'est exceptionnel. Mais ce programme-ci est structuré de telle façon qu'on peut le faire, mais auprès de plusieurs organisations. Donc, pas une seule seulement. Pour moi, c'est même accablant d'y penser. Au tout début, c'était comme, oh mon Dieu, je suis inondé de préoccupations. On va travailler avec plusieurs organisations, quoi. Mais maintenant que je suis dans le programme, c'est tellement enthousiasmant de voir les différents styles de direction, différents styles de musiciens, mais de styles de troupe, de compagnie de théâtre, d'opéra, de voir comment on fait les choses différemment, comment on perçoit les choses différemment selon différentes perspectives. Je pense que ça me permettra, en 2 ans, de voir, de composer avec différentes questions selon plusieurs perspectives plutôt que d'avoir une vision unique. Savoir quoi faire. Merci. Il y a beaucoup de gens qui participent et tout le monde a des styles différents, je pense. Et j'espère que vous pourrez les rencontrer dans 2 ans également. Merci Jennifer, merci Juliane, merci de partager vos informations. Maintenant, j'aimerais céder le micro à Jamie et David. Ils vont nous parler du rôle de la TSO. Donc, voilà. Hi. Bonjour. Hi, David. Bonjour David. Comment ça va, Jamie? Ah, moi, ça va pas mal. Et toi? Yeah. Nous Hello. n'avons pas de script Would you ici. like to take a Bonjour, minute David. to introduce yourself to our Alors, prends quelques instants, s'il te plaît, et présente-toi. Je suis David Predla, vice-président associé de l'administration artistique de la TSO, la Symphonie de Toronto. Ça fait 11 saisons que je travaille à l'organisation
Et nous sommes très heureux d'être affiliés à ce programme afin d'aider au travail magnifique que fait Tapestry dans cet espace. Vous avez été formidable, la TSO, c'était une des premières organisations à signer, à être d'accord pour le programme. Vous êtes devenu le partenaire orchestral clé. Tapestry, nous n'avons pas travaillé avec TSO de trop près avant le programme, mais maintenant, on a déjà accompli un des objectifs phares de ce projet, établir des relations avec des organisations. Donc, beaucoup de gens participent à cet appel et ils sont des représentants d'organisations. Et nous espérons pouvoir les faire adhérer à ce réseau pour donner plus d'expérience aux chefs d'orchestre. Et ce que l'on veut faire, nous, on espère que vous pourrez partager cela, c'est que le programme, du point de vue du partenariat, quelles sont les conversations, les décisions que vous avez dû prendre et que voulez-vous en retirer sans, bien sûr, dévoiler des informations confidentielles. Parlez-nous de la teneur des conversations à la TSO avant de décider si vous vouliez vous joindre ou pas. Je regardais dans mes courriels à reculons pour voir quand est-ce qu'on nous avait abordé là-dessus. C'était à la fin du 18-19, 18-19, à la fin de la saison orchestrale. C'est là où le souhait avait été formulé. On n'avait pas de chef d'orchestre, on avait un nouveau PDG, on était en train de reconcevoir un plan stratégique, on était en train de refaçonner l'engagement communication et pédagogique, on changeait beaucoup d'éléments et on était préoccupé à l'époque. On ne savait pas s'il fallait s'attaquer à un autre dossier de plus alors qu'on avait tellement d'inconnus. Et nous étions très enthousiasmés finalement lorsqu'on a vu les objectifs du programme. Mais pour être honnête, pour nous, on a un personnel énorme. 7 chefs qui ont des responsabilités contractuelles. Bon, jeunesse, espace, pop, etc. Donc, on ne savait pas si on pourrait créer des opportunités de façon continue lorsque le programme serait mis en œuvre pour les nouveaux chefs d'orchestre. Et au début, on était un petit peu refroidi, mais on a commencé à y penser. Et puis là, on a évalué notre rôle à jouer dans l'espace des arts canadiens. Notre plan stratégique, c'était qu'on avait les 3 piliers, les 3 C, créer, mettre au défi et connecter selon l'acronyme en anglais, qui aborde plusieurs éléments du programme. La question, c'était pas si on le fait, mais quand on va le faire, comment réussir cette initiative? On vous a parlé, on a parlé à Michael, et puis on a décidé par la suite d'être d'accord. On s'est mis d'accord pour le faire. On a créé du momentum, et il y avait beaucoup d'enthousiasme. Lorsqu'on parle aux intervenants du programme, tous les gens sont enthousiastes, vraiment. Et on sait donc alors qu'on a fait le bon choix. Lorsque vous parlez aux intervenants, qu'est-ce qui les excite? Ce qui les motive, c'est de voir que la diversité et l'inclusion, tout ça fait partie vraiment de la conversation maintenant. Et donc, il y a tout le travail, bon, qui est excellent dans ces airs. Il y a les bailleurs de fonds, ceux qui appuient, et cetera. Il y a tous les éléments d'équité en matière de genre et on veut appuyer cela. On veut appuyer également les artistes émergents, les jeunes. Et donc, il y a plusieurs perspectives là, pour savoir comment bien positionner ce programme pour ensuite pouvoir aider la prochaine génération d'artistes. Vous avez été vraiment un moteur pour la PSO, pour permettre de nouvelles opportunités pour les jeunes chefs d'orchestre. Alors, qu'est-ce qui est enthousiasmant pour vous quant à la participation de la TSO? Eh bien, ça fait partie d'une solution. Comme vous et Michael l'avez dit, on fait partie d'une solution. On reconnaît que le travail que nous faisons aujourd'hui, on ne verra peut-être pas un réel changement dans notre industrie, mais il faut commencer quelque part. Et on se sent bien de savoir qu'on fait partie d'un mouvement, ça fait 10 ans maintenant. Et on peut dire, hey, dans 10 ans, on pourra dire, on a fait partie de ça. On a jeté les bases de quelque chose, d'une initiative, et on l'a fait ensemble. On pourra dire ça. Ah oui, formidable. C'était le plus enthousiasmant pour moi également. Et je crois que ce genre de conversations peuvent vous mettre au défi.
Et donc, on va s'impliquer dans un nouveau programme. On va rajouter peut-être un chef d'orchestre assistant qu'on n'avait pas auparavant, ou bien on a déjà 7 chefs d'orchestre sur le personnel. Comment est-ce qu'on peut justifier un autre dossier de plus? Mais bon, intéressant. Mais maintenant, on sait qu'on entame quelque chose qui éventuellement va changer les choses pour le mieux. Et moi, ça me motive en vue de l'avenir. No, no, no. Go ahead. Yeah. Allez-y, allez-y. En ce qui est trait aux autres organisations qui envisagent ou se posent la question, est-ce qu'on peut ou on ne peut pas participer? C'est utile de réfléchir au fait que ces organisations ne le font pas d'elles-mêmes, seules. Nous, on aurait dit non, on ne peut pas s'occuper du programme si la TSO, c'était la seule organisation à faire ça, ce travail. Mais à Jennifer Cedillo, je l'ai vu travailler, j'ai vu ses chiffriers, elle a organisé les tâches pour les opportunités de résidence pour tout le monde. Je l'ai vu. Ça veut dire que ça nous enlève de la pression. Et donc, nous, on ne peut pas s'occuper de certaines aires du programme, mais il y a un autre partenaire qui pourra le faire s'il est guidé. Et cumulativement, on pourra ensemble s'assurer que les opportunités soient là pour les différents camarades là, dans la cohorte. Oui, I mean, that's absolument. the thing about this kind of Et c'est ça qui importe lorsqu'on considère ce type de changement à longue portée. pushing together. Tous doivent So in ramer terms of those opportunities, dans la même direction pour que ça marche. Les opportunités maintenant, Jennifer et Julian ont parlé un peu de ça, leur moment auprès de la TSO, il y a d'autres choses davantage qui s'en viennent. Qu'est-ce qui va se passer auprès de votre organisation pour la prochaine année? Et bon, elles vont revenir à nos côtés dans quelques semaines. Juliane l'a dit. Elle- Gustavo va préparer 3 programmes différents pour l'orchestre, donc elle va l'observer. Donc, 3 programmes sur 2 semaines, donc elles vont faire partie du processus de répétition. Et il y a le résident, chef d'orchestre également qui va être là. Et on aura des réunions à huis clos. Et on va parler de certains problèmes d'équilibre, de quel instrument doit être considéré pour telle ou telle chose, ce qui est très juteux comme conversation, n'est-ce pas? C'est pas tout le monde à la TSO qui peut faire partie de ces discussions juteuses. C'est enregistré en passant, n'est-ce pas? Bon, donc c'est un privilège. Et on va les brancher avec certaines personnes responsables des départements dans l'organisation. On a un leadership exécutif féminin surtout. Jennifer et Julianne vont travailler avec les gens à la direction du marketing de communication, le développement, communication, etc., pour apprendre davantage quant à leurs tâches dans un orchestre symphonique principal, mais pour savoir quelles sont les possibilités de carrière, comment les femmes sont arrivées à ces postes de leadership à la TSO. Quels sont les parcours possibles? Ça va peut-être se faire au mois de novembre, au printemps, mais on va travailler avec une équipe de compositeurs, programme affilié, programme conseil aussi, pour voir comment la musique contemporaine est considérée selon certaines perspectives. Et au printemps, en mai, j'espère, Jennifer et Julianne auront l'occasion de diriger une partie de la répétition orchestrale. On a un cycle qui sera une première mondiale qui sera préparé et ce sera l'occasion. Donc, c'est un amalgame d'expérience sur le podium, direction d'orchestre spécifiquement, et d'autres types d'apprentissage, d'autres liens interpersonnels qui vont s'ajouter pour créer des chefs d'orchestre, des femmes à la direction musicale qui vont avoir beaucoup d'expérience. Le coaching pour la 7e de Beethoven, ça, c'était pas avec tout l'orchestre. C'était une réduction d'orchestre à 4 mains pour le piano. Et ce format marche très bien, en fait. Notre décision de le faire, c'était surtout à cause de la COVID, à cause de l'espacement, la distanciation physique, etc., dans une salle. Mais c'est un format très utile qu'on a découvert qui va nous permettre d'explorer plusieurs choses de différentes façons. Voilà. Et moi, c'était le fait saillant du programme, le fait d'être dans la salle pour le masterclass. Et donc, je regarde la générosité qui est utilisée, l'enthousiasme, la clarté de vision. Moi, c'était extraordinaire comme expérience à l'orchestre. Moi, j'observais simplement, n'est-ce pas? Et je peux comprendre donc ce genre d'apprentissage. Pour la TSO, vous parlez de quoi? Ou pour vous-même, vous parlez de quoi? À long terme, vous espérez voir quoi à partir de ce programme-là? Et votre participation, c'est quoi? Je vais répéter les mêmes objectifs que d'autres ont mentionnés. À court terme, nous espérons que le programme
suscite de l'attention, qu'il y ait plus de chefs d'orchestre non-binaires ou femmes qu'elles veulent participer au programme. Ces femmes, ces personnes non-binaires qu'elles veuillent participer. Et nous, on veut savoir qu'on a participé à une initiative qui a créé plus d'équité au podium. Quelque chose d'autre que vous diriez à des partenaires qui veulent considérer de se joindre ou qui, j'espère, vont se joindre? Il n'y a, il n'y a aucune raison, pas d'excuse pour ne pas faire partie de cette initiative. Vous pouvez adapter le tout selon ce qui marche le mieux pour votre organisation. Et le fait d'être associé à une solution, c'est formidable pour résoudre un problème très important dans un secteur, dans un métier, c'est tellement important. Ah, j'adore ce partenariat avec la TSO et donc merci beaucoup. J'ai très hâte à poursuivre le même partenariat. Maintenant, on va y aller de la période de questions et donc si les différents orateurs veulent se préparer, les différents intervenants. Okay, so I think we're Bien, je pense que nous sommes là à nouveau, I'm going to take a question visibles, from et the nous allons considérer les questions à partir de la boîte de discussion. Il y a plusieurs éléments qui ont été mentionnés également. Une question de quelqu'un qui est étudiante doctorat à la Queen's University, qui étudie les femmes et les postes de leadership dans l'industrie musicale canadienne au niveau orchestral. Elle a un travail qu'elle fait relativement à la musique classique, mais on se pose la question comment cette même question posée pourrait être reliée à d'autres genres musicaux. Peut-on faire des partenariats dans plusieurs secteurs là-dessus? Bon, on répond à la question d'abord et on peut donner même un suivi. Je peux dire que, d'après moi, j'ai pensé, si on peut faire ça pour les femmes à la direction musicale, on peut le faire pour toute personne talentueuse qui a besoin d'opportunités, de talent, de développer ses talents, qui a besoin d'opportunités dans le monde de la musique classique, oui. Et je crois que la conversation change alors que le programme connaît une réussite. Et dès lors qu'on voit une transformation, un changement, ça va marcher. Je vois mal comment ça ne pourrait pas être un modèle exemplaire pour d'autres secteurs de la musique. On peut contribuer à créer la prochaine génération de leaders musicaux. Oui, moi, je me référais à la première cohorte et également à un mentor de Juliana. Il y a une femme en Californie qui fait partie du Conseil international de chefs d'orchestre, d'orchestre de vent, d'orchestre à vent. Et il y a le même problème là. Et nous, on s'est dit comment on pourrait peut-être créer ce programme-là et faire au niveau international. Et donc, il y a plusieurs styles ou formes de direction musicale qui peuvent être considérés. Ça, le fait d'initier cela au Canada, je suis tellement fier de ça. Félicitations à Jamie et les autres. Et je pense qu'on peut créer beaucoup d'influence, toute l'équipe ensemble, si on travaille ensemble. Internationalement, on peut créer une transformation aussi. Oui, il y a une mise à l'échelle qui est possible parce que nous avons l'avantage d'avoir des membres du comité de chefs d'orchestre consultatif. Donc, on peut considérer différentes perspectives, Rose, Karen, Joanne et d'autres. On travaille dans 3 différents pays même. Et on est en train d'ouvrir les portes vers le réseautage pour avoir un bassin beaucoup plus vaste. Key to Change est une organisation, une initiative qui est un collectif, un circuit de festivals. Et c'est international et c'est dans plusieurs villes sur la planète en même temps. Ça, c'est spécifiquement pour de la musique qui n'est pas classique. On met l'accent sur le rock, le pop, l'électro. Mais bon, l'idée est de créer des opportunités pour les leaders femmes, les femmes qui font de la création. Alors, si vous ne connaissez pas ce programme, je vous le mentionne. Il y a là un potentiel quant à la mise à l'échelle qui peut se faire de façon plus significative. Deuxième composante à la question, et Rose, je réfléchis à la référence. Comment vérifier les références? Quelles caractéristiques considérez-vous pour ceux qui font une demande pour pouvoir participer au programme? C'est quoi les caractéristiques que vous considérez à partir des mentors, à partir des organisations
qui collaborent? Comment vérifiez-vous les références et Jimmy, voulez-vous que moi je réponde? I think you can take this one, Rose. Well, I can speak to the characteristics that we Allez-y, were looking Rose. for for Les the caractéristiques que l'on veut avoir pour clearly les candidates musical education and à la participation. you Un certainly haut want them to have niveau de accomplishments. réalisation musicale. But Vous ne pouvez, ou de réalisation musicale. On ne peut pas être une chef d'orchestre si on n'est pas une bonne musicienne. On regarde les CV, on regarde des vidéos. Mais ce n'est pas un programme pour une chef d'orchestre débutante parce que rapidement, dans le programme, vous allez devoir diriger devant des musiciens professionnels. Donc, ça prend des gens d'un certain niveau, là, musical. Et donc, des gens qui sont déjà d'un certain niveau et on leur donne l'opportunité de se développer. Bon, après ça, on a une entrevue, on vérifie les références sur le CV. Et puis ensuite, ça dépend de la passion. Ce sont des personnes passionnées. Et comment ces personnes perçoivent le programme quant à leur cheminement dans leur vie au moment précis? L'idée est d'avoir une bonne corrélation, correspondance avec les candidates. Jennifer et Julianne, c'était clair. C'était des personnes qui étaient au bon moment, au bon endroit dans leur vie et pouvaient donc bien utiliser l'opportunité. C'était clair durant l'entrevue pour nous. Plutôt que quelqu'un qui était incertaine, qui n'était pas trop sûr de savoir où s'en aller. Non, elles étaient prêtes musicalement, mais également dans leur vie personnelle, elles étaient bien préparées. Et les mentors dans d'autres organisations, quelles sont les caractéristiques de ces mentors, selon vous? I can speak to partner organizations a little bit. Lorsqu'on parle aux organisations partenaires, eh bien, certainement, ce que l'on recherche comme profil, Genuine desire c'est un désir sincère de contribuer à l'apprentissage, à améliorer les compétences de la prochaine génération d'artistes à la direction musicale. C'est un programme facile, on peut signer rapidement, facilement, et donc on veut des gens qui ne sont pas juste intéressés à signer en disant qu'ils ont fait quelque chose, mais des gens qui veulent vraiment s'engager de façon honnête. Des gens qui vont regarder dans leurs propres organisations et vont essayer de trouver des façons alternatives de faire participer les chefs d'orchestre, qui vont créer des opportunités additionnelles d'apprentissage, qui sont prêts à le faire et qui sont dans un esprit de collaboration et de transparence, qui sont enthousiasmés quant aux possibilités du programme pour le secteur musical. Catherine, je pourrais parler des mentors qui sont appliqués dans le programme. On a Rose, Karen et Joanne, des mentors clés, mais en plus de ça, on a un comité beaucoup plus vaste de chefs d'orchestre, incluant Jordan de Souza, Sun Horst, Timothy Vernon et d'autres chefs d'orchestre formidables qui sont à bord. La qualité clé, à part le fait d'avoir approfondi des connaissances musicales et des expériences musicales, c'est ce que Jimmy a dit. Identifier le désir d'être là, d'aider pédagogiquement les jeunes chefs d'orchestre. C'est un programme novateur. Ce n'est pas un programme universitaire, ce n'est pas un programme par diplomation. C'est fondé sur de réelles relations authentiques auprès d'organisations. Et c'est les musiciens qui sont les leaders de ce programme de mentorat. C'est une qualité clé et ça doit se voir chez tous les mentors impliqués. Une autre question. J'improvise, en fait, c'est ma question. C'est libre. Je vais céder le micro à Christina. Moi, ce que j'ai entendu des fois, c'est que c'est une chose d'aller vers l'orchestre et de diriger l'orchestre et de recevoir l'opinion d'un maestro d'expérience. C'est autre chose de travailler relativement à la psychologie des musiciens d'orchestre pour faire le tri entre quels sont les mécanismes de feedback ou de rétroaction qui sont sains. Et il y a l'élément de développement, il y a des perles de connaissances là, qui se dégagent de ça possiblement, mais quelle est la dynamique entre les deux? Diriger un orchestre et puis travailler avec la psychologie des musiciens, etc. La voix des musiciens d'orchestre par rapport à la boucle de rétroaction, de feedback.
Il y a plus de réponses là-dessus, mais j'aimerais dire que, pour se référer à la question, quelles sont les organisations partenaires que nous voulons avoir? Dans un monde parfait, nous savons tous que les musiciens d'orchestre, il y a des chanteurs, certains musiciens qui, surtout, on a des répétitions très courtes et c'est des personnes qui ont beaucoup d'attentes sans être très souples, où ils sombrent dans une routine et c'est pas optimal. Dans la meilleure version de nous-mêmes et de nos organisations partenaires, la présentation de Julianne ou d'autres participants, c'est un processus où l'on invite les musiciens d'orchestre à partager le même esprit familial. On est une grande famille. On veut aider Julianne et Jennifer dans leur périple personnel. Et donc, lorsqu'elles vont rentrer dans la salle, on va les reconnaître et l'orchestre va travailler avec ces personnes-là. On n'est pas dans le jugement, alors on est dans l'encouragement. On parle d'une participation volontaire qui devrait exister là, collaboratrice. Bon, je suis très optimiste, c'est ma vision, mais je pense que c'est possible chez plusieurs organisations où il y a une sorte d'accueil par les musiciens d'orchestre des jeunes chefs d'orchestre. Jennifer et Julianne ont fait partie d'un programme qui s'appelle Explore the Score. Donc, je suis d'accord. Et par ce programme, on faisait la lecture d'œuvres de jeunes compositeurs canadiens. Et après les sessions, c'était une séance de lecture, on avait des représentants de l'orchestre, on avait des musiciens d'orchestre, on avait différentes personnes qui donnaient leur rétroaction. Et les musiciens, les premiers percussionnistes, les premiers violons, etc., donnaient leur point de vue. Et on essaie d'encourager, on essaie de donner des opportunités afin de considérer les choses différemment. Mais la position, le cadre contextuel, c'est pas de juger les gens. C'est pas tu as fait une erreur, répare-moi ça, sinon je ne joue plus ta musique. C'est pas l'approche du tout. On est dans la collaboration. Notre ressource optimale, ce sont les musiciens. C'est formidable de l'entendre, de voir qu'ils s'engagent dans le travail. Christina, vous allez poser l'autre question, je pense. Merci. Je regarde les questions qui émanent du Facebook des participants. Pour Jamie, quel est le processus en vue des organisations, des orchestres pour se joindre au programme, le programme du WML? Et donc, quoi faire pour se joindre? Parlez à Jennifer ou moi-même. Et donc, nos adresses courriels sont sur le site web de Tapestry et vous avez reçu la trousse aussi, je pense. Je ne sais pas si les gens sur Facebook l'ont, mais c'est facile à trouver sur notre site web. Nous aurons une conversation avec vous au sujet de vos saisons à venir, à quoi ressembleront-elles, là où l'on pense que les directeurs d'orchestre seront, et puis finalement, on aura une entente par rapport à ces différents éléments. On a un protocole d'entente que l'on va signer, vous allez être dans l'horaire, et puis on continue. Voulez-vous rajouter quelque chose à ça, Jen? Non, je pense que ça traite de tout. J'ai très hâte à ce que l'on voit des conversations entre les différentes organisations présentes. De créer plus d'éléments communautaires ou collectifs autour de cette initiative. Même si vous êtes incertain, même si vous ne savez pas, parce que vous êtes dans une certaine année fiscale ou si vous ne savez pas si vous êtes dans la bonne saison, veuillez tendre la main. On peut parler de saison à venir, peu importe fiscalement ou pas, mais on peut vous donner la bienvenue certainement et on aimerait le faire. Une question pour les deux chefs d'orchestre. Quel est le rôle de l'engagement communautaire pour votre propre carrière, votre réflexion, votre travail que vous faites, pour le travail que vous aimeriez faire? Reconnaître comment, donc, à quel point nous, on trouve que ce travail est vital. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quel est votre apport personnel, éventuellement, que vous aimeriez donner en tant que leader? Jennifer, tu as ouvert ton micro? Vas-y. Non, Julianne, c'est toi qui l'as fait. Vas-y. Julianne a appuyé en premier. Travail communautaire. C'est très important pour moi, ce travail. J'ai toujours participé activement en tant que pianiste. Je vivais au Royaume-Uni, je l'ai tout le temps fait. J'ai travaillé beaucoup avec des gens qui souffrent de démence. J'ai travaillé dans des maisons de soins
des gens qui, lorsque je jouais, dansaient avec nous, chantaient. J'ai donné des ateliers dans des écoles et je pense que c'est central au travail du musicien. Personnellement, une des raisons pour l'existence de la musique, c'est de créer des liens avec la collectivité et la communauté. Les musiciens ne devraient pas être une île esselée, isolée. On doit travailler, communiquer ensemble, dépendamment où se trouvent nos organisations. Le travail communautaire doit faire partie centrale de toute ma carrière, j'espère, en tant que chef d'orchestre. C'est central relativement à tout ce que j'ai fait pour la direction musicale. Pour moi, c'est central et ça permet de faire de la musique de qualité. Je suis d'accord, je suis d'accord. Pour faire de la musique de très grande qualité, le fait d'avoir des conservatoires, des universités, c'est bon. Il faut produire continuellement de grands musiciens. C'est une des choses les plus importantes, en passant par les conservatoires et ainsi de suite. Mais un autre élément important, c'est qu'on a besoin d'un public pour partager la musique que nous faisons. Donc, cultiver les publics, c'est aussi important, sinon plus, dans l'équation. Je crois que qu'on devrait cultiver, développer les publics très tôt. On travaille avec l'orchestre jeunesse, nous, et beaucoup de gens qui ont participé au programme jeunesse des orchestres deviennent des auditeurs. Ils participent au concert. Ils sont intrigués du processus après. Au City Opera, on est la seule compagnie d'opéra au Canada où l'on a une compagnie de chœur communautaire. Ce n'est pas des musiciens professionnels qui sont l'élément central. C'est un élément communautaire, des membres du chœur qui sont de la collectivité. Ce pas des professionnels. Comment tendre la main vers la collectivité? Il faut les faire participer dans le processus pour créer de l'art. Il faut inviter la communauté à créer de l'art. Ce pas des professionnels. On leur donne de l'éducation, on les cultive, on leur donne du coaching, bien sûr. Ces gens du public afin qu'ils soient prêts à leur performance, leurs prestations. Mais eux, ils parlent à leurs amis et c'est le résultat. Ils ne sont jamais allés à l'opéra, ils viennent voir leurs amis à l'opéra parce que ceux-ci sont impliqués dans le processus créatif en faisant partie du chœur. Le chœur, ce sont des amateurs et c'est comme ça qu'on le fait et on le veut et on le fait. Moi-même, je vois qu'on est impliqué à plusieurs niveaux. On bâtit des publics et on va faire de la musique de haut vol dans plusieurs maisons d'opéra et ainsi de suite. De cette façon-là. Can I just jump in and add 2 cents there? Puis-je dire quelque chose brièvement, humblement? J'ai travaillé avec Vermont Tovey et je suis chanceuse de le faire. Lorsqu'un chef d'orchestre vit dans la communauté, et j'ai appris de lui et de John Brotman également, un nom que vous connaissez peut-être, s'engager auprès de la communauté, c'est vital. Ça fait partie du leadership. Une petite anecdote, lorsque Jennifer était avec nous à Kelowna, nous conduisions à partir de l'hôtel au centre-ville et il y avait une petite note qui était écrite sur le bord de la route et ça disait baklava turc. On s'est arrêté puis on est allé manger des baklavas turcs sur le bord de la route. Et il y avait une femme avec 3 enfants qui vendait ces baklavas. Et on a parlé avec eux. On s'est rendu compte que les enfants adoraient la musique et qu'ils vivaient à Kelowna depuis 2 ans et qu'ils voulaient jouer des instruments, mais qu'ils ne savaient même pas quels instruments ils voulaient parler. On a eu une conversation relativement à où allez-vous à l'école? Ah oui. Et puis on leur a dit, ben, on a un orchestre pour les jeunes. Voici mon courriel que j'ai dit à la femme, mère de ses enfants. Contactez-nous. Et ensuite, Jennifer regardait ça. Je m'engageais avec cette femme-là et je lui ai dit, voilà, c'est ça l'engagement communautaire. Parler à tout le monde, tout le temps. Il y a des opportunités. Et voyez-vous, une femme sur le bord de la route qui vendait des baklavas. Oui, il voulait faire participer ses enfants à l'école jeunesse. Et oui, surtout si c'est du baklava, c'est garant de quelque chose de formidable. Oui, c'était formidable comme baklava en passant délicieux. Une autre question pour les chefs d'orchestre. Quelle langue parlez-vous? Êtes-vous à l'aise à travailler en quelle langue? J'ai grandi à Shediac, à l'extérieur de Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'est presque entièrement bilingue là-bas. En Acadie, et donc j'ai parlé français à la maison et anglais dans le monde à l'extérieur. Je suis bilingue et je travaille avec des chanteurs. J'ai étudié beaucoup d'allemand et d'italien et je peux coacher dans ces langues-là. Je peux me débrouiller dans ces langues également, ces 2 langues.
Et j'ai appris à lire l'hébreu aussi. Ça, bon, c'est amusant, même si c'est moins fréquent à l'opéra. Et Galant, c'est un nom acadien très sophistiqué, peut-être. Il y a des commentaires relativement au type de français. Il y a des commentaires méprisables peut-être envers le chiac que l'on parle dans le coin, ou peut-être le français que l'on parle là-bas, mais ça ne vient pas de moi. Donc voilà. Il y a le gros homard, n'est-ce pas, dans le coin? Oui, oui, tout à fait, le gros homard. Je le dis en français. Jennifer, vos langues. J'ai des antécédents différents. J'ai grandi à Hong Kong et le cantonais, le mandarin sont ma langue maternelle. Je parle ces deux langues. Je suis à l'aise dans les deux langues. L'anglais, c'est ma deuxième langue. Et je me sens à l'aise en anglais. Et j'ai commencé à travailler mon italien. J'espère devenir bilingue, mais je peux me débrouiller en italien s'il le faut, en quelque sorte. Malheureusement, je ne suis pas, je ne parle pas le français, mais j'aimerais apprendre du français si je pouvais avoir un peu de temps. Les journées de 48 heures, là, ce que tu voulais avoir ou éviter, là, depuis que tu as sauté du tremplin où tu t'es dit, je vais devenir une directrice musicale. Bon, voilà, où tu trouves plus de temps dans ta journée pour apprendre le français. Alors, Tapestry New Opera, on a une page là-dessus, on a de l'information de contact pour Jamie et Jennifer, donc vous pouvez voir cela dressé en liste, vérifier les informations. On va s'assurer qu'on vous envoie les informations et on va s'assurer que les informations sont partagées également sur Facebook. Et Lauren, ma collègue également, a mis un lien, un hyperlien pour évaluer. C'est un sondage et on lit vos commentaires très clairement et on considère de très près également vos souhaits, qu'est-ce que vous voulez comme contenu de notre part. Moi, personnellement, je suis très enthousiasmé de pouvoir suivre vos carrières, Julianne et Jennifer. Et ça me motive beaucoup de voir comment le programme se développe et de voir qui vont être les nouveaux partenaires, etc. Et voilà, je pense qu'on arrive au dernier droit du programme et je cède le micro à Christina, ma collègue. Merci beaucoup, Catherine. Et je vais clore cette séance. J'en aurai le plaisir. Au nom de l'Association pour l'Opéra au Canada, au nom de l'Orchestre Canada, merci à tous les participants, tous les conférenciers, toutes les conférencières, toutes les participantes. C'est un programme extraordinaire. C'était formidable d'apprendre tout ce contenu depuis les dernières 90 minutes. La perspective des mentors, des fondateurs, des participants distingués. Et comme l'a dit David, pourquoi ne pas vouloir participer? Il faut vouloir participer. Et donc, comment devenir un partenaire? Je pense qu'on vous a envoyé plein d'informations là-dessus avec les informations pour nous contacter, pour contacter les gens pour ce programme de de femmes en direction musicale. Donc, les informations sont disponibles. Vous devez les avoir reçues avant. Complétez encore une fois le formulaire d'évaluation. Dites-nous votre opinion. Dites-nous ce que vous voulez entendre. Et merci beaucoup pour avoir passé ce monde avec nous. On vous invite à continuer votre beau travail. Continuons à nous retrousser les manches afin de transformer le monde. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. À la prochaine.